Pour la Pentecôte, Jean-Paul II pour la première fois en public depuis son attentat. Le prince Charles d'Angleterre, à Paris mardi, il sera reçu à l'Élysée. Roland Garros, 6e triomphe de Borg, il a battu Lendl en 5-7. Tiercé dans le prix du Jockey Club, 8 As 4. Madame, Monsieur, bonsoir. Ces titres qui n'ont aucun rapport entre eux constituent pourtant l'essentiel de l'actualité de ce dimanche de la Pentecôte. Et d'abord donc la première véritable réapparition publique du pape Jean-Paul II depuis l'attentat dont il a été victime sur cette même place Saint-Pierre de Rome. Jean-Claude Darigo. Vous avez cru me changer, a dit Jean-Paul II à ses médecins en quittant la clinique Gemelli. Je suis le même chenapan qu'auparavant. Une telle phrase est bien de nature à prouver que le pape, quel que soit son état de santé, fait très exactement ce qu'il prévoit de faire. Pour lui, depuis 2 mois, cette Pentecôte 81 devait prendre un relief particulier. Eh bien, elle l'a eu, malgré ou plutôt au-delà de l'attentat du 13 mai. Les évêques rassemblés ont entendu le discours prévu sur le Saint-Esprit et l'unité, et Jean-Paul II les a bénis en personne du haut de la loggia de la basilique. L'enthousiasme des prélats a été complété par celui de la foule des dimanches réunis place Saint-Pierre. La fenêtre des appartements privés du pape avait été vide durant 3 semaines. Jean-Paul II reste fatigué, c'est visible, mais il entend reprendre très vite toutes ses activités. C'est dire qu'on peut très bien envisager son arrivée à Lourdes au mois de juillet prochain. Amen. Amen. Bien alors, 2 questions en une, si vous voulez bien, Jean-Claude Darigo. Jean-Paul II profite donc de ce dimanche de la Pentecôte pour lancer un message aux autres églises chrétiennes, et spécialement celle d'Orient. Pourquoi cette date d'aujourd'hui? Et d'autre part, on a l'impression que si sur le plan doctrinal, Jean-Paul II apparaît très conservateur, sur le plan de l'œcuménisme, par contre, il apparaît volontiers comme très progressiste cette fois-ci. Alors pourquoi cette date de la Pentecôte 81? Eh bien parce que c'est le 16e centenaire du concile de Constantinople. Pour beaucoup de gens, ça ne signifie pas grand-chose, mais le concile de Constantinople, c'est un des premiers conciles de l'Église. Et je dis de l'Église parce qu'à ce moment-là, c'est-à-dire aux alentours des années 300, il n'y avait pas plusieurs églises, on ne parlait pas d'église orthodoxe, d'église catholique, d'église protestante. Il y avait une seule église. Et le pape a tenu à montrer comment il était important que les églises se retrouvent sur un certain nombre de choses qu'elles ont en commun. Car son œcuménisme à lui, c'est plutôt de mettre en relief ce que les gens ont en commun plutôt que ce qui les sépare. Alors la deuxième question que vous m'aviez posée, c'est ce pape que vous dites, disons, dur sur le plan doctrinal. Je crois qu'il est ferme sur le plan doctrinal. Cependant, on a vu en Allemagne, à propos des protestants, que lorsqu'il s'agit d'ouvrir le dialogue, à condition que ça soit dans la vérité, c'est-à-dire sans compromission, eh bien, il est d'accord. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, cette même ouverture que l'on avait vue lors de son voyage en Allemagne, eh bien, il l'a fait aussi aux églises d'Orient. Et les églises d'Orient, c'est quand même plusieurs centaines de millions de chrétiens. Devinez qui a gagné la finale du tournoi de tennis de Roland Garros cet après-midi? Le Suédois Björn Borg, mais il lui a fallu tout de même 5-7 pour triompher du Tchèque Lendl, Henri Bodigen. Plus de 3h30 ont été nécessaires à Björn Borg pour réussir à battre Ivan Lendl cet après-midi à Roland Garros. Les 2 joueurs s'étaient déjà rencontrés à 6 reprises et le Tchécoslovaque l'avait emporté 2 fois, dont une fois par abandon sur blessure du Suédois. Sur le central de Roland Garros, les enjeux étaient chers entre Björn Borg à la recherche d'un 6e succès dans les internationaux de France et Ivan Lendl, 21 ans, qui lui disputait sa première finale d'un tournoi comptant pour le Grand Chelem. 3h30 d'une partie tendue, aux échanges parfois interminables et pendant laquelle la faute de l'autre a fait souvent la différence. La science de Borg, son métier, un sang-froid impressionnant et une certaine manière de jouer au fond du court lui ont finalement permis de s'imposer en 5-7, 6-1, 4-6, 6-2, 3-6 et 6-1. Ivan Lendl ayant de son côté prouvé aujourd'hui qu'il compte lui aussi parmi les tout meilleurs sur terre battue. On connaît les 2 manières qu'a Björn Borg de souligner une victoire à laquelle il tient, s'agenouiller ou lancer sa raquette en l'air. Eh bien aujourd'hui il a choisi la seconde avant de recevoir son 2e trophée. Il faut en effet gagner 3 fois à Roland Garros pour pouvoir le conserver. Super champion des internationaux de France avec 6 victoires, il va tenter encore dans quelques jours de confirmer sur gazon à Wimbledon qu'il est toujours le numéro 1 mondial, en même temps qu'il est toujours aussi simple. Merci à tous, vous avez été super. Ce sera son mot de la fin.
Je voudrais aussi vous remercier, dire à Bjorn qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas joué un grand tournoi. Il a été le meilleur. Björn, even if he didn't play for a long time, he had a great tournament and he was the best. C'est le moins qu'on puisse dire. Le prix du Jockey Club à Chantilly cet après-midi. Personne ou presque n'attendait les vainqueurs dans l'ordre le 8, l'As et le 4. Mais le premier dimanche de juin, c'est la traditionnelle réouverture de l'hippodrome de Chantilly avec ce prix du Jockey Club. Tout y était, le temps, le soleil, le public, puis surtout les non moins traditionnelles jolies femmes que vous venez de voir. Ces élégantes, classiques de Chantilly. Ne pas confondre Toc et Galurin de ces dames. Mais pour qu'un prix du Jockey Club soit réussi, il faut aussi des chevaux et des jockeys. Le Jockey Club est le rendez-vous annuel des plus fines cravaches d'Europe et d'Amérique. Et pourtant, vous allez le voir, c'est un jeune apprenti de 18 ans, Serge Goli, qui a damé le pion à tous les cracks jockeys, et qui ont pourtant pour nom Yves Saint-Martin, Pigot ou Starkey. Les trois favoris de la course, Nolut, Récitation, The Wonders, ont été balayés. Serge Goli sur Bicala a très vite pris le relais du cheval de jeu Nolut, et il a pratiquement gagné de bout en bout, ne laissant aucune chance au numéro 1 Acarade que montait Yves Saint-Martin. La troisième place étant enlevée par l'un des chevaux les plus abandonnés de la course, Gap of Dunois. Dans l'ordre donc, pour gagner, il fallait jouer le 8, l'As et le 4. Résultat, pour 5 francs, 8241 francs. Et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 1081 francs. Ce n'est pas très cher payé tout de même, puisque les favoris n'étaient pas à l'arrivée. Et puisque j'en suis aux courses, je vous rappelle les pronostics de demain de Pierre Bresse pour le tiercé du lundi de Pentecôte à Saint-Cloud. Il faut, selon Pierre Bresse, jouer le 14, le 13, le 12, le 6, le 8, le 2 et le 11. Son élection à la présidence de la République n'a pas fait changer les habitudes de M. François Mitterrand. Aujourd'hui, comme il le fait chaque année depuis la fin de la guerre, il a effectué en famille l'escalade de la roche de Solutré, en Saône-et-Loire, l'un des hauts lieux de la préhistoire. C'est à cet endroit qu'au siècle dernier, des archéologues ont retrouvé des outils de pierre taillés de la période du Paléolithique. Cette année, présidence oblige, la famille s'était agrandie aux journalistes. Et parmi ces journalistes, notre envoyé spécial Bernard Palino qui nous résume la conversation à bâton rompu qu'il a eue avec le président Mitterrand au terme de cette journée de détente où on a tout de même donc parlé politique. Conversation à bâton rompu avec les journalistes dont je retiens ceci à propos de l'état de grâce dont il a parlé pendant la campagne présidentielle. Le président de la République estime qu'il peut encore en bénéficier car cet état de grâce est appelé à durer quelques mois. À propos des législatives, M. Mitterrand explique qu'il se réserve le droit d'intervenir à la radio et à la télévision quand il le jugera utile, mais en tout cas pas en dehors des délais légaux. Après ces législatives, il y aura des remaniements au gouvernement. Ce sont des ajustements inévitables pour diversifier les tâches. Mais pour l'action du gouvernement, c'est quand même lui, précise M. Mitterrand, qui est le patron, surtout avec une équipe qui n'est pas encore bien rodée. Et il se donne 7 ans, avec un certain humour, 7 ans pour être jugé. L'une des premières tâches de l'Assemblée nationale, quelle qu'elle soit, sera de se prononcer sur la peine de mort, par un vote, quand elle sera élue bien entendu. Quant à ses voyages, le président de la République rappelle qu'il ira à Londres à la fin du mois de juillet après Ottawa, à Londres pour assister au mariage du prince Charles, mais qu'il aimerait bien aller également en Italie, en Algérie et en Égypte, et ceci prochainement. Je signale tout de suite à la fin de ce journal un reportage sur ce fameux mariage du prince Charles. En campagne électorale cette fois-ci, le Premier ministre, M. Pierre Mauroy, chez lui à Lille, pour confirmer que le prochain Conseil des ministres déciderait la création de 210 000 emplois en 18 mois, 150 000 dans la fonction publique et 60 000 dans les collectivités locales. Suite de notre série des cartes postales électorales qui nous sont envoyées des principaux points chauds par les journalistes de la rédaction d'Antenne 2. Celle de ce soir nous vient du 18e arrondissement de Paris. Elle a été postée par Claude Sérillon et Roland Tours. Sur le terrain, deux hommes connus, Roger Chinot, député sortant, président du groupe UDF à l'Assemblée nationale, et son adversaire habituel, Claude Estier, l'un des proches de François Mitterrand. Il y a aujourd'hui en France un gouvernement qui tient ses promesses. Et ça, c'est un fait nouveau dans la vie politique française. Nous étions tellement habitués à voir des promesses non tenues que, effectivement, c'est la marque du changement. Pendant le septennat de M. Giscard d'Estaing, nous avons changé les conditions de vie des personnes âgées. Plus de 65% d'augmentation de leur pouvoir d'achat réel par rapport au début du septennat. Avec 1 million d'entre elles devront vivre encore avec 1 400 francs. Attendez, M. Estier, n'est-ce pas que
Vous ne voulez jamais reconnaître les efforts qui sont faits par les autres. Nous les reconnaissons parfaitement. Alors laissez-moi m'avancer un petit peu, n'est-ce pas? Que l'on aille plus loin. Très bien. Ce n'est pas une raison pour nier, et ça n'est pas très convenable de la part de l'homme politique que vous êtes, M. Estier, et de la part de l'écrivain que vous êtes, d'avoir l'air de le nier. Nous marquons une première pause de publicité. Entre l'ami du président élu et l'ami du président battu, ce n'est pas le premier face-à-face. Les 2 dernières élections furent fatales à Claude Estier. Mais comme on a un combat de chefs, tout oppose et rassemble à la fois sur ce 18e arrondissement de Paris, butte Montmartre comprise, le responsable UDF et l'ancien porte-parole du Parti socialiste. Rondeur et tranquillité souriante, Claude Estier fait campagne dans la rue. Les Français sont logiques, hein, ils ont voulu le changement et... C'est sûr, il n'y a pas de raison quand même. Hein. Très bien. Moi, Voilà. j'espère que je vais photographier. Non, vous inquiétez pas. Au revoir, madame, merci. Je vous ai mis ça noir sur blanc pour que vous puissiez lire ça à tête reposée et on en discute. Hein. D'accord. Hein. Et puis on reviendra vous voir. Hein. D'accord. Au revoir, monsieur là. Bon courage. L'adversaire a choisi un travail de fourmi sans trop changer ses habitudes. Dans son petit local de la rue d'En-Raymond, Roger Chinot reçoit, conseille, laissant le soin des collages et pliages aux fidèles. Modérément optimiste, comme il le confie lui-même, sans cacher que pour un président de groupe UDF à l'Assemblée, l'enjeu est important. Je ne vais pas le mettre à la page où il y a la photo du concurrent, parce que j'en ai quand même une. Il faut toujours parler même du concurrent. Hein? Bataille d'affiches plus ou moins sauvage, mais aussi bataille de chiffres. En 1978, Roger Chinot battait Claude Estier de plus de 3000 voix, mais c'est François Mitterrand qui prit il y a un mois un petit avantage de 250 voix sur Valéry Giscard d'Estaing. Les personnalités des candidats, leur présence sur le terrain seront sanctionnées. Et c'est bien pour cela que la candidate communiste, sans espoir réel d'être élue, entend poursuivre jusqu'au premier tour le travail politique dans les quartiers les plus pauvres, en apportant un discours volontairement féministe. Envoyer une femme communiste à l'Assemblée nationale pour représenter ce quartier, eh bien, vraiment, ce serait une très bonne chose. Petite campagne électorale, rien de très spectaculaire, les personnes âgées très nombreuses dans cet arrondissement et les commerçants sont choyés par les candidats. Mais Roger Chinot et Claude Estier savent bien qu'au-delà de leurs propres efforts, il faut compter sur le flux ou le reflux du courant politique actuel. La querelle entre l'enseignement privé et laïque est l'un des thèmes de la campagne pour les élections législatives. C'est dans ce contexte que s'est tenu ce week-end à Saint-Étienne le 35e congrès de la Fédération de conseil des parents d'élèves de l'école publique, l'ex-Fédération Cornec. Le commentaire de François Cornet. 500 délégués sont présents à Saint-Étienne où l'on parle beaucoup de propositions mais aussi de vigilance devant les changements politiques, tout comme les congressistes de l'enseignement privé réunis récemment à la porte de Versailles. Ce congrès de la Fédération Andrieux ne semble pas, selon les observateurs, avoir trouvé son axe. Sur la question de la laïcité, par exemple, le fossé s'est creusé aujourd'hui entre le souci pour les dirigeants de la Fédération de ne pas alimenter la campagne contre l'intégration de l'école privée et le souhait ardent des militants de voir se mettre en place rapidement un grand service public d'éducation laïque et unifiée. La Fédération est satisfaite du changement de gouvernement, elle ne veut pas cependant camoufler, je cite, ses exigences. Il n'est pas question de mettre notre sens critique à la poche. Nous ne serons pas, je l'ai dit et je le répète tranquillement, la fédération maison d'un gouvernement de gauche. C'est bien clair. Nous serons constructifs, extrêmement positifs, des partenaires très ouverts au dialogue et à la proposition, mais nous saurons aussi dire ce qui ne va pas quand ça n'ira pas. L'indépendance fédérale, l'a dit Jean Andrieux aux congressistes, n'est pas négociable. L'exigence laïque ne se brade pas. Ce congrès prendra fin demain avec le débat sur les rapports des commissions, notamment celui qui doit traiter de l'enseignement privé. Étranger, on reparle de l'Iran avec la querelle au grand jour, cette fois-ci entre le président de la République, M. Banisadr, et le Premier ministre, M. Rajai, qui, dans une interview à l'agence France-Presse, déclare que ces divergences avec le président ne portent pas seulement sur des problèmes de personnes ou des problèmes matériels, mais sur la conception même de l'islam et de la révolution. M. Banisadr, qui est également victime d'une sanction du tribunal révolutionnaire, qui a décidé la fermeture de son journal, décision qu'il considère comme illégale. Enfin, pour donner une idée plus complète de la situation confuse qui règne actuellement en Iran, hier soir, alors qu'il voulait prononcer un discours dans une ville de province, le ministre des Affaires étrangères a été blessé par un groupe de jeunes gens se réclamant d'un parti religieux extrémiste.
Plusieurs centaines d'écologistes ont manifesté aujourd'hui en organisant une ronde à vélo autour de la centrale nucléaire de Fessenheim dans le Haut-Rhin, centrale dont ils réclament d'ailleurs la fermeture. Des écologistes venus d'Allemagne et de Suisse avaient rejoint les manifestants français après avoir été bloqués jusqu'à hier soir à la frontière entre la France et l'Allemagne. Cet après-midi, deux associations décidément, écologistes, Écologie et Survie et Aujourd'hui l'écologie, protestent dans un communiqué contre l'attitude des forces de l'ordre hier au poste frontière franco-allemand. Réunion des responsables des radios libres ce week-end au Sénat à Paris. Les radios libres qui sont dans l'attente des décisions du nouveau gouvernement. Le commentaire de Gérard. Il fallait bien au moins une victoire de la gauche pour assister aux assises des deux fédérations qui représentent les petites radios. Les deux frères ennemis se sont mis d'accord sur un code de bonne conduite concernant la puissance, le statut et la publicité. Selon ce code, les radios devront être constituées sous forme d'associations à but non lucratif. Et dans ce petit monde des radios libres, on a surtout demandé l'arrêt du brouillage. Ces assises nationales des radios libres lancent un appel qui est le suivant, la cessation immédiate de toute forme de brouillage contre les radios libres. C'est en ce nom que la Fédération nationale des radios libres lance cet appel à toutes les structures sociales, politiques, associations et autres, pour qu'elles reprennent en charge cet appel pour la liberté d'expression sur les ondes. Pour le moment, le brouillage persiste pour la grande majorité des radios, ce qui n'empêche pas les projets d'installation de croître. Rien que sur Paris, on en compte actuellement plus de 40. Tu t'entends ? Oui, je m'entends, mais j'entends les autres aussi. Bah, c'est normal. D'accord. L'apparition des radios locales pose un problème nouveau, c'est celui de la gestion d'une liberté et d'un droit qui a été jusqu'à présent méconnu et même réprimé beaucoup au cours de ces dernières années. Un des problèmes de cette gestion, c'est celui du financement de ces radios locales. Et parmi les problèmes de financement, c'est celui de la publicité et du financement publicitaire. Or, il va falloir que très rapidement, nous puissions inventer une façon de bénéficier des recettes publicitaires, de façon à ce qu'elles permettent de financer un véritable service public des radios locales. Beaucoup de questions restent donc posées, d'autant que le gouvernement, pour le moment, se contente de consulter. Il n'a pas la moindre envie de laisser la plus petite porte ouverte à une situation à l'italienne. Il y a plusieurs sortes de bricoleurs du dimanche. Je ne fais pas référence au sujet précédent. Il y a ceux qui plantent ou essaient de planter un clou, ceux qui fabriquent une étagère ou une armoire, et puis ceux qui construisent carrément la maison autour. Dans le langage technique, on appelle cette dernière catégorie le bricolage lourd. Et il est en forte augmentation ces derniers temps, en raison même de la situation économique. Une enquête de Jean Pézieux et Gilles de Bellard. Près d'Alès, Jacques aménage une vieille maison pour sa retraite. Un outillage complet pour des travaux complexes et qui dureront au moins 3 ans. Il pratique ce qu'on appelle le gros bricolage, ou mieux, le bricolage lourd. Jacques, qu'est-ce qu'il faut comme condition pour bricoler chez soi? Comme condition, il faut avoir un peu de temps, chose que j'ai actuellement, et il faut avoir un petit peu de moyens pécuniaires. Ce que j'aurais fait au total, eh bien, pas mal de choses. Tous les enduits, plâtre ciment. J'ai fait également le plafond, enfin les plafonds, le carrelage, ainsi que les escaliers. J'ai appris sur le tas. Au départ, je n'étais absolument pas doué, je crois. Alors les matériaux. Ça se cantonne surtout sur le plan, alors ciment, plâtre. Ça doit revenir en gros à 30 à 40 000 francs nouveaux. Alors pourquoi vous n'avez pas fait appel à un artisan pour cette maison? Eh bien pour 2 raisons. D'abord parce que ça me revenait beaucoup trop cher, et ensuite parce que je peux faire le temps moi-même. Vous aimez ça? Ah, j'adore ça. Les bricoleurs commencent par la salle de bain. Les moins habiles la prennent en kit. Deuxième stade, les gros travaux, maçonnerie, électricité et secteur d'avenir, l'isolation. Les grossistes en matériaux comme celui-ci, créé pour les professionnels, font aujourd'hui le tiers de leurs ventes avec les gros bricoleurs. Le bricolage lourd connaît depuis 1975 environ une progression rapide de l'ordre de 10% par an, à cause notamment du développement de la maison individuelle. Il faut dire aussi que les Français ont davantage de loisirs et des loisirs qu'ils passent de plus en plus chez eux. Mais surtout, le coût de la construction qui augmente entre 15 et 20% par an et le prix des réparations empêchent de plus en plus de gens de recourir aux professionnels et les incitent à faire eux-mêmes l'aménagement, voire la construction de leur maison. Ouais, c'est assez long, hein.
Il me met en panne, quoi. Enfin, vous êtes arrivé presque au bout. Oui, ça y est, maintenant. Lucien s'est fait aider par sa femme et son oncle. Son grossiste lui a fourni les conseils techniques. Commencée en juin dernier, la maison doit être finie en mai prochain. 1 an à passer tous ces week-ends sur le chantier. Quelle est la principale raison pour laquelle vous faites vous-même votre maison? Pour le prix de revient, je crois qu'il y a eu moyen de me faire une maison comme ça, quoi. Il m'aurait fallu faire une maison tout petite. Elle vous reviendra à combien? 150 000 francs environ. Oui, alors que c'est une maison qui coûte au moins le double. Plutôt autour de 400 000 francs. Oui. Les maisons qu'on voit ici, il y en a d'autres. Elles vous plaisent pas, celles qu'on achète toutes faites? Je voulais faire une maison comme ça, moi. Non, une maison préfabriquée, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et puis ça me reviendrait déjà plus cher pour une maison plus petite. Dans 2 mois, Lucien et Annie quitteront leur HLM en ville. Demain, un foyer personnalisé et 2 tiers moins cher. L'avenir est au bricolage lourd. La transatlantique aérienne, la première. 3 avions sont déjà arrivés à New York. Le premier était français, piloté par Stoll et Alvissé. Ils sont les premiers en temps réel, ce qui ne veut pas dire grand-chose, car il leur faut encore maintenant revenir en France et les derniers concurrents viennent à peine de partir du Bourget. Transatlantique à la voile, la seconde, le point au lendemain du départ avec Henri Bodiguel. Au dernier pointage, ce sont les Anglais Cheblis et Robert James qui sont en tête après 36 heures de course. Ils ont réalisé jusque-là une très bonne moyenne. Suivent Robin Knox-Johnson et Olivier de Kersauzon, 2 favoris. Si un accident comme celui qui s'est produit entre le Prao de Delage et le trimaran d'Alain Labbé ne peut plus se reproduire, le mauvais temps, force 8 annoncé en fin de soirée et pour la nuit, risque lui de provoquer de gros dégâts. Le dématage de Loïc Karadec en est une illustration. Risque amoindri pour Cheblis et son coéquipier, leur bateau, vainqueur du dernier Tour d'Angleterre, a prouvé sa solidité et son équipage, lui, sa prudence. Mauvaise nouvelle par contre d'Éric Tabarly et de son frère Patrick, le mauvais temps qui ne semblait pourtant pas les gêner, ne leur permet pas une meilleure place que 17e. Pour Michael Birch par contre tout va bien, il se trouve en 5e position et s'affirme déjà comme un sérieux prétendant à la victoire. Je vais encore vous donner un résultat de sport, c'est du cyclisme, c'est l'Italien Battaglin qui a remporté le Tour d'Italie qui s'est terminé aujourd'hui. Le prince Charles d'Angleterre sera donc à Paris dès demain où il rencontrera mardi le président de la République, que Bernard Pradino, vous le disiez tout à l'heure, assistera à son mariage le 29 juillet. Ce mariage du prince héritier du trône d'Angleterre passionne tous les amateurs de mondanité. Il intéresse aussi les industriels du gadget qui sont déjà fin prêts. Un reportage de notre correspondante à Londres, Betty Duro. Il n'existe plus dans tout le Royaume-Uni un seul sujet de sa gracieuse majesté, ignorant le coup de cœur du prince Charles pour Lady Diana Spencer. Toutes les petites Anglaises souhaitent lui ressembler. C'est une floraison de fraîches jeunes filles en uniforme, jupe modeste et chemisier à jabot. La nôtre s'appelait Fiona. Tous les jours, la presse cherche plus ressemblant encore. Le Sun, par exemple, a lancé un concours. Lynn, 22 ans, celle du milieu, employée de bureau, ne manque pas d'humour. Elle colle des bouts de carton derrière les oreilles de son mari pour lui décoller comme celle du prince Charles. Grand sujet de rigolade en Angleterre et inspirateur d'objets aussi délicats que celui-ci ou que celui-là. C'est que ce mariage royal, affaire de cœur, devient une affaire tout court et même une très bonne affaire. La vente de cet incroyable bric-à-brac, à tous les prix, rapportera 2 milliards de francs. Les artisans anglais sont littéralement sur les dents. Celui-ci, spécialiste des hauts de gamme, travaille jour et nuit depuis l'annonce officielle des fiançailles, n'hésitant pas à créer des œuvres de plus de 30 000 francs, comme ce vase portant sur ses flancs la cathédrale Saint-Paul où, au coude à coude, les têtes couronnées du monde entier assisteront à la cérémonie du 29 juillet.
La fièvre a même atteint Sandringham, résidence de week-end de la reine Elisabeth ouverte au public. Pour être tout à fait honnête, il faut dire que la recette de la boutique va aux œuvres de bienfaisance. Les éditeurs ne restent pas à la traîne et les presses ont fonctionné sans relâche. Une bonne 50aine de titres et encore plus de brochures pour permettre aux midinettes anglaises de rêver aux 1001 manières de séduire le prince charmant. Comme quoi, il faut bien relire les dépêches. Celle-ci, par exemple, de cet après-midi. Agence France-Presse, datée de Perpignan. Circulation interrompue, c'était le titre, par des peaux de vache sur l'autoroute La Catalane. Les peaux de vache étaient des vrais peaux de vache, tombés d'un camion accidenté qui partait livrer sa cargaison en Espagne, dans une fabrique de chaussures. Le complément d'une information que je vous donnais hier soir. Un groupe koweïtien, un groupe financier koweïtien, a racheté le palais de la Méditerranée à Nice. On ne savait pas trop ce qu'allait faire du palais de la Méditerranée ce complexe koweïtien. Eh bien, tout l'édifice sera détruit et sera remplacé par un certain nombre de maisons et un certain nombre d'installations de tourisme. Le beau temps dans les Alpes a provoqué la mort de 2 personnes. Un alpiniste de 20 ans tombé dans une crevasse du glacier Blanc et un militaire qui a également fait une chute dans une crevasse alors qu'il descendait à ski un couloir du massif de l'Oisan. Ça m'amène à la météo de demain. Sur les régions méridionales, de l'Aquitaine à la Méditerranée, au Massif central, à la Lorraine et à l'Alsace, il fera beau et chaud, après dissipation des brumes matinales. Le soir, quelques orages locaux risquent d'éclater dans le sud-ouest et le centre. Sur les régions plus au nord, des Charentes et de la Bretagne à la région parisienne et au nord, le temps sera nuageux à très nuageux avec quelques pluies orageuses. Les températures seront nettement inférieures à celles de la moitié sud-est. Les vents de sud seront modérés à assez forts sur les côtes de Bretagne et de Normandie. Il me reste encore à vous dire que ce soir, le dernier journal sera présenté par Hervé Claude. Demain, antenne de midi, Patrick Lecoq recevra Robert Lamoureux de retour d'un voyage en Chine. Et puis demain soir, le magazine Question de temps de la rédaction d'Antenne 2 sera consacré à des Américains un peu particuliers, les survivants. Ce sont des gens qui ont peur. Peur de leurs voisins, peur de la ville et peur surtout d'un conflit nucléaire. Alors ils se mettent en condition de survie. Ils achètent des armes, des denrées alimentaires pour plusieurs années, se font construire des blocos dans des régions désertiques. Il serait ainsi aux États-Unis plusieurs dizaines de milliers. Demain soir donc, Question de temps sur Antenne 2, les survivants. Voilà, ce journal est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir.